Laissée le jour du mariage, elle se maria avec un vagabond. La révélation l'a choquée. Avant de commencer, merci d'indiquer dans les commentaires d'où vous nous rejoignez. Bonne lecture. Laissée le jour du mariage, elle se maria avec un vagabond. La révélation l'a choquée. Vous épouseriez moi? Isabelle entendit ses propres mots résonner dans l'église Saint-Sulpice comme si une autre personne les avait prononcés. 200 pères Dieu se fixèrent sur elle. L'homme en face d'elle écarquilla ses yeux bruns. « Ici, avec moi !» Elle serra le bouquet de roses jusqu'à ce que ses ongles entaillent la paume de sa main. N'importe quelle douleur valait mieux que l'humiliation qui brûlait sous sa peau. L'homme avait les cheveux longs et ébouriffés tombant sur ses épaules. Sa veste usée de travailleur semblait n'avoir pas vu de laverie depuis des semaines. Il était assis seul sur le dernier banc quand elle l'avait remarqué. Pourquoi? Sa voix était douce, trop polie pour son apparence. Isabelle n'avait pas de réponse. 40 minutes plus tôt, elle se tenait à l'autel en attendant Gustave. Le prêtre feuilletait nerveusement le missel. Sa mère, Valérie, appelait sans cesse le fiancé. Les invités murmuraient de plus en plus fort. Puis vint le message. « Désolé Isa, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas prêt. » 18 mots qui avaient détruit 3 ans de relation. 18 mots qui l'avaient transformée en risée devant tous ceux qu'elle connaissait. « Parce que je suis fatiguée. » Isabelle releva le menton. Fatiguée de vivre selon les attentes des autres, fatiguée d'être la victime de cette histoire. Le prêtre fit un pas en avant, les mains tendues en geste conciliant. « Ma fille, il vaudrait peut-être mieux reporter. » « Non. » Isabelle se tourna vers le prêtre sans lâcher du regard l'inconnu. « Je suis venue ici pour me marier et je me marierai. » Un murmure parcourut les bancs de l'église. Quelqu'un rit nerveusement. « Isabelle, pour l'amour de Dieu !» Valérie monta les marches de l'autel, ses talons claquant sur le marbre. « Tu es en état de choc, rentrons à la maison pour en parler. »« J'accepte. » Silence total. L'homme se leva du banc. Ses pas étaient mesurés, presque solennels, tandis qu'il avançait dans l'allée centrale. Sa veste était tachée de peinture sur les manches. Ses bottes usées grinçaient à chaque pas. Il s'arrêta à côté d'Isabelle. De près, elle vit qu'il avait des cils longs et une petite cicatrice au menton. Il sentait le savon simple et quelque chose d'indéfinissable, comme la terre humide. « J'ai des conditions. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Si vous regrettez demain, nous pourrons annuler cela, sans question. » « Je ne regretterai pas. » Mensonge. Isabelle regrettait déjà. Mais reculer maintenant serait admettre la défaite. Le prêtre ouvrit la bouche, la referma, leva les yeux vers le crucifix au-dessus de l'autel, comme pour chercher une guidance divine. « Vous êtes sûr? » « Oui. » Leurs voix répondirent à l'unisson. Valérie chancela. La meilleure amie d'Isabelle, Julie, se précipita pour la soutenir. « C'est de la folie !» La voix de Valérie monta de 3 octaves. « Tu ne connais pas cet homme, il pourrait être n'importe qui, un criminel. »« Mon nom est Michel. » Il se tourna vers Valérie avec une petite inclinaison. « Je ne suis pas un criminel et je promets de prendre soin de votre fille. » Sa formalité contrastait absurdément avec son apparence. Le prêtre soupira profondément. Ses mains tremblaient en ouvrant le missel à la bonne page. « Très bien, nous sommes réunis ici. » Les mots de la cérémonie flottèrent sur Isabelle comme un brouillard. Elle fixa les bougies allumées à côté de l'autel. La lumière dorée dansait, créant des ombres sur les murs de pierre. « Isabelle Moreau, acceptez-vous Michel comme votre époux ?» Son cœur battait si fort qu'elle entendait son pouls dans ses oreilles. « J'accepte. »« Michel. » Le prêtre marqua une pause. « Quel est votre nom de famille, mon fils ?»« Dupont-Leclerc. »« Michel Dupont-Leclerc. » « Acceptez-vous Isabelle comme votre épouse ?» L'homme à ses côtés respira profondément. Pendant une seconde interminable, Isabelle pensa qu'il se rétracterait, qu'il la laisserait là doublement humiliée. « J'accepte. » Les 2 mots résonnèrent dans l'église avec une certitude qu'Isabelle ne ressentit pas dans ses propres vœux. « Je vous déclare mari et femme. » Aucun applaudissement, aucun cri de joie, seulement un silence stupéfait, tandis que 200 personnes assimilaient l'impossible. Isabelle regarda Michel. Il la regarda en retour. Dans ses yeux bruns, elle vit quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas du désir, de la malice ou de la victoire, c'était de la compréhension. « Vous pouvez embrasser la mariée. » La voix du prêtre sortit faible, presque réticente. Michel inclina légèrement la tête sur le côté. Une question silencieuse. Isabelle se raidit. Ses lèvres touchent à sa joue. Un baiser chaste, respectueux, qui dura moins d'1 seconde. Valérie sanglota bruyamment. Julie la serra par les épaules, le visage pâle de choc. « Allons-y. » Michel offrit son bras à Isabelle. « Nous devons signer les documents. »
Elle entrelaça son bras au sien, les doigts tremblants. Le tissu usé de la veste était rugueux sous ses doigts. Ils marchèrent dans l'allée centrale. À chaque pas, Isabelle sentait le poids de 200 regards jugeurs. Quelqu'un pleurait doucement, un autre murmurait indigné. Les portes de l'église s'ouvrirent. La lumière du soleil de Paris l'aveugla temporairement. Au sommet de l'escalier, Isabelle s'arrêta. Sa robe en dentelle française, qui avait pris 7 mois à confectionner, brillait au soleil. Le voile dansait dans la brise de l'après-midi. À ses côtés, Michel avec sa veste tachée et ses bottes usées. L'image parfaite d'une erreur monumentale. Le silence dans la voiture d'Isabelle était assourdissant. Michel regardait par la fenêtre, tandis qu'elle conduisait dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. Ses doigts tambourinaient sur son genou sale, un rythme nerveux qu'il semblait ne pas remarquer. Ce n'est pas un vrai mariage, pas encore. Isabelle gardait les yeux sur la route. La cérémonie à l'église n'était que religieuse, sans validité légale. Je comprends, nous pourrons faire les formalités civiles plus tard si vous le souhaitez. Elle serra le volant. Cela prend plus d'1 mois de toute façon. Documents, certificats, tout le processus bureaucratique. Michel hocha la tête sans rien dire. Isabelle se gara devant un immeuble moderne de classe moyenne supérieure. Le concierge les dévisagea avec des yeux écarquillés quand ils entrèrent dans le hall. Elle pouvait imaginer ce qu'ils voyaient, une mariée en robe de gala et un homme qui semblait avoir dormi dans la rue. L'ascenseur monta en silence jusqu'au 11e étage. L'appartement d'Isabelle reflétait sa vie soigneusement construite. Tout en ton neutre, minimaliste, chaque objet à sa place. Elle posa le bouquet sur le comptoir de la cuisine américaine. Établissons quelques règles. Isabelle croisa les bras sur sa robe en dentelle. Vous restez dans la chambre d'amis, moi dans la mienne, porte verrouillée. Bien sûr. Je ne sais pas combien de temps cela durera. 1 semaine, 1 mois, jusqu'à ce que je sache quoi faire de ma vie maintenant. Je comprends parfaitement. Sa formalité l'irritait. Comment quelqu'un dans cette situation pouvait-il être si poli? Et n'attendait rien de moi, rien du tout. Michel la regarda enfin directement. Ses yeux bruns avaient une profondeur qui l'a prise au dépourvu. Je n'attendais rien en me réveillant ce matin. Il passa la main dans ses cheveux emmêlés. Certainement pas cela. Isabelle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Du regret peut-être, ou de la culpabilité d'avoir entraîné un inconnu dans son implosion personnelle. Puis-je demander une faveur? Sa voix sortit basse. Une douche décente, avec de l'eau chaude. Elle cligna des yeux. C'était la première chose qu'il demandait. Bien sûr, la salle de bain de la suite d'invités a des serviettes propres, du shampoing, du savon et tout. Merci. Michel prit un vieux sac à dos qu'Isabelle n'avait pas remarqué auparavant. Il l'avait porté de l'église, discret contre son corps. Donc il n'avait vraiment pas de maison. Tout ce qu'il possédait tenait dans un sac usé. Qu'ai-je fait? Isabelle enleva son voile et le jeta sur le canapé. Ses doigts luttèrent avec la fermeture éclair de la robe, jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'ouvrir. Elle se changea rapidement en pantalon de jogging et t-shirt, comme si des vêtements confortables pouvaient effacer les dernières heures. Sa mère avait appelé 19 fois. Isabelle éteignit son téléphone. Le bruit de la douche venait du couloir. De la vapeur s'échappait sous la porte de la salle de bain. Isabelle prépara un café fort, ses mains fonctionnant en pilote automatique. 40 minutes plus tard, la porte de la salle de bain s'ouvrit. Isabelle faillit lâcher sa tasse. L'homme qui en sortit n'était pas le même que celui qui était entré. Les cheveux longs et propres tombaient humides sur ses épaules, révélant une structure osseuse marquée. La barbe naissante avait disparu, exposant une mâchoire définie et cette petite cicatrice au menton. Il portait un jean vieux mais plus propre et un t-shirt gris simple. Ses pieds étaient nus. Désolé. Michel s'arrêta dans le couloir. Mes vêtements propres sont limités. Isabelle se força à détourner le regard. Il y a du café si vous voulez. Il entra dans la cuisine avec des pas prudents, comme s'il testait s'il était bienvenu dans cet espace. Il prit une tasse dans l'armoire, elle n'avait même pas indiqué où elles étaient, et se servit du café avec des mouvements précis. Sans sucre, sans lait. Il prit une gorgée et ferma brièvement les yeux. Bon café. Il rouvrit les yeux. Grain colombien. Isabelle fronça les sourcils. Comment vous? Un coup de chance? Non. Elle achetait ce café dans une torréfaction spécialisée. Personne n'identifierait l'origine juste au goût, sauf s'ils connaissaient vraiment le café. Ils restèrent debout dans la cuisine. 2 personnes qui ne savaient que faire de cette situation absurde dans laquelle elles se trouvaient. Vous n'avez pas besoin de me raconter votre histoire. Isabelle serra sa tasse. Pas maintenant, mais éventuellement, j'ai besoin de savoir avec qui je me suis mariée. C'est juste. Michel s'appuya sur le comptoir. Ah, c'est vous. Pourquoi avez-vous vraiment fait cela?
Vous avez vu, j'ai été abandonnée à l'hôtel. Cela explique la douleur, pas la décision. Isabelle détesta qu'il ait raison. Peut-être que je voulais juste prouver que je pouvais faire quelque chose de complètement hors du script de ma vie parfaite planifiée. Et vous l'avez prouvé. Elle faillit rire. Presque. L'interphone sonna stridemment, les faisant sursauter tous les deux. « Isabelle, c'est Julie, laisse-moi monter maintenant. » Isabelle appuya sur le bouton sans répondre. 3 minutes plus tard, sa meilleure amie envahit l'appartement comme un ouragan d'indignation. « Tu es devenue folle ?» Julie s'arrêta net en voyant Michel. Ses yeux le balayaient de haut en bas, la bouche légèrement ouverte. « Oh, Julie, voici Michel. Michel, Julie. Enchanté. » Michel inclina légèrement la tête. « Cuisine, maintenant. » Julie attrapa le bras d'Isabelle et la traîna. Une fois assez loin, Julie siffla bas. « Tu t'es mariée avec un parfait inconnu. La cérémonie n'est même pas légale encore. » Ce n'est pas le point. Julie pressa ses mains contre ses tempes. « Tu ne sais rien de lui. Il pourrait être dangereux, avoir un casier judiciaire. Il pourrait. Il ne me fera pas de mal. Comment le sais-tu » Isabelle ne le savait pas, mais quelque chose dans les yeux de Michel, une tristesse profonde qu'elle reconnaissait, disait qu'il était trop brisé pour blesser quiconque. « Fais-moi confiance. » Isabelle serra les mains de son amie. « Juste pour l'instant. Quelques jours. Ensuite, je verrai quoi faire. » Julie regarda vers le salon où Michel restait poliment hors de portée de la conversation, regardant par la fenêtre. « Ta mère est hystérique. Gustave appelle tout le monde, disant que tu as eu une crise nerveuse. Et toi ?» Julie serra les mains d'Isabelle. « Tu dois me promettre d'être prudente. » « Je promets. » C'était une promesse vide. Isabelle n'était pas prudente. Elle sautait d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. Après le départ de Julie, Isabelle trouva Michel encore debout près de la fenêtre. Le soleil de l'après-midi illuminait son profil. « Elle a raison, vous savez. » Il ne se tourna pas. « De faire attention. Pourquoi avez-vous accepté ?» La question sortit avant qu'Isabelle puisse l'arrêter. « Vraiment? Pourquoi ?» Michel la regarda enfin. « Parce que, quand on n'a rien à perdre, aucune décision ne semble trop absurde. » Les mots flottèrent dans l'air, chargés de sens non dits. Isabelle réalisa alors. Elle n'avait aucune idée de qui était l'homme dans sa maison, mais il parlait comme quelqu'un qui connaissait la perte, une perte réelle, et peut-être que cela les rendait moins étrangers qu'ils ne devraient l'être. Michel se réveillait à 5h30 du matin. Isabelle le savait parce que le bruit de ses mouvements la réveillait aussi. Des pas doux dans le couloir, de l'eau coulant dans la cuisine, l'arôme de café frais se répandant dans l'appartement. Au 3e jour, elle sortit de sa chambre plus tôt juste pour l'observer. Il préparait le café avec la précision d'un barista professionnel. Il chauffait l'eau à exactement 92 degrés. Elle le vit utiliser le thermomètre digital qu'elle ne savait même pas avoir. Il versait en mouvement circulaire sur la poudre. « Bonjour ?» Michel ne se tourna pas quand il parla. « En voulez-vous une tasse ? Comment saviez-vous que j'étais là ? J'ai entendu votre porte s'ouvrir. » Il servit du café dans 2 tasses. Votre reflet dans la vitre a aidé aussi. Isabelle accepta la tasse. La première gorgée la fit fermer les yeux. C'était le meilleur café qu'elle ait goûté chez elle. Où avez-vous appris cela ? Michel haussa les épaules. Ici et là. Toujours des réponses vagues, toujours polies, toujours évasifs. Au 4e jour, Isabelle entra du travail et trouva la cuisine impeccable, les placards réorganisés par catégorie logique, assiettes par taille, verres groupés par type, épices par ordre alphabétique. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » Michel était assis sur le canapé, pieds nus. « J'avais besoin de faire quelque chose. » Resté immobile et, il ne termina pas la phrase. Ses doigts tambourinaient à nouveau sur son genou, ce rythme nerveux constant. « C'est bien. » Isabelle examina les placards. L'organisation était obsessionnelle, presque compulsive. Vous avez le TOC ? Non, juste vieilles habitudes. Quel genre d'habitude ancienne créait ce niveau de précision ? Au 5e jour, elle le trouva sur le petit balcon de l'appartement. Il regardait l'horizon de Paris, les yeux distants. Quand elle prononça son nom, il mit 3 secondes à répondre, comme s'il revenait d'un endroit très loin. « Désolé. » Il cligna rapidement des yeux. « J'étais en train de penser. » « À quoi ? À quel point c'est étrange d'être ici, dans un appartement réel, avec des murs solides. Où viviez-vous avant ?» Michel hésita. Une pension dans le quartier de Belleville, des chambres minuscules, 6 personnes partageant une salle de bain. Il se frotta le visage. « Je travaillais parfois dans une clinique communautaire là-bas, en volontaire. J'aidais comme je pouvais. » Quel genre d'aide ? Des choses basiques, pansements, conseils de santé. Mais la façon dont il dit « conseil de santé » avait un poids spécifique, professionnel. Au 6e jour,
Isabelle rentra plus tôt et le trouva dans le salon en train de lire. Mais ce n'était pas n'importe quel livre, c'était un volume épais de neurosciences qu'elle avait acheté des années plus tôt pour un projet d'architecture hospitalière et qu'elle n'avait jamais vraiment lu. Fondement de la neuroscience comportementale. Il tenait le livre en anglais comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Vous vous intéressez à la neuroscience? J'en avais besoin pour un projet. Vous lisez l'anglais? Michel tourna la page sans répondre. Il y avait des annotations dans les marges, écrites en calligraphie minuscule et précise. Ces notes sont les vôtres. Isabelle s'assit à côté de lui. Il ferma le livre rapidement. Désolé, je n'aurais pas dû toucher à vos affaires. Je ne suis pas fâchée, je suis curieuse. Elle prit le livre de ses mains. Les notes étaient en anglais aussi, des termes techniques qu'elle comprenait à peine. Michel, qu'avez-vous fait avant la pension, avant tout cela? J'étudiais. Il se leva abruptement. J'ai étudié beaucoup de choses pendant de nombreuses années. Étudier quoi? Des choses qui n'importent plus. Il alla dans sa chambre et ferma doucement la porte. Isabelle resta avec le livre, le cœur battant. Qui était cet homme? Quelqu'un qui lisait de la neuroscience avancée en anglais? Ce n'était pas un simple ouvrier manuel, quelqu'un avec cette éducation, ces manières, cette précision obsessionnelle. Vous n'êtes pas qui vous prétendez être. Au 7e jour, Michel prépara le dîner. Isabelle rentra épuisée après avoir affronté des regards au bureau toute la journée. Ses collègues avaient cessé de poser des questions directes sur le mariage, mais les chuchotements la suivaient dans les couloirs. L'odeur venant de la cuisine la fit s'arrêter à la porte. Michel était devant la cuisinière, coupant des légumes avec un couteau aiguisé. Ses mouvements étaient trop précis, chirurgicaux, chaque coupe au même angle exact, même épaisseur millimétrique. « Vous cuisinez ?» Isabelle posa son sac. Il ne s'arrêta pas de couper. « J'espère que vous aimez le risotto. » Le risotto n'était pas une nourriture simple. Il requérait de la technique, de la patience, une attention constante. Isabelle observa fascinée tandis qu'il travaillait. Il ajoutait du bouillon petit à petit, remuant constamment. Il goûtait et ajustait les assaisonnements avec la confiance d'un chef. Ses mains se mouvaient avec économie, rien de gaspillé. Des mains avec des callosités, mais qui bougeaient comme celles d'un pianiste ou d'un chirurgien. Prêt, Michel servit 2 assiettes. « Je ne connais pas encore vos goûts, alors j'ai fait simple. » Isabelle goûta. Le risotto était parfait, crémeux à point, assaisonné impeccablement. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?»« J'ai appris que la précision compte, en cuisine et ailleurs. » Ils mangèrent dans un silence confortable. Isabelle ne savait pas quand le silence entre eux avait cessé d'être inconfortable. « Votre téléphone a sonné 8 fois aujourd'hui. » Michel nettoya son assiette. « Même numéro à chaque fois. Gustave, votre ex-fiancé, si je peux l'appeler ainsi. Il n'a jamais vraiment été mon fiancé, n'est-ce pas ?» Isabelle repoussa son assiette. « Juste quelqu'un qui m'a trompé pendant 3 ans. Puis-je demander ce qu'il veut? Parler, expliquer, s'excuser ?» Elle rit sans humour, comme si des excuses réparaient quoi que ce soit. L'interphone sonna stridemment. « Isabelle, c'est moi, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » La voix de Gustave. Isabelle regarda Michel. Il garda une expression neutre. « Voulez-vous que je sorte ?» Il demanda bas. « Non. » Elle ne savait pas pourquoi elle disait cela, mais l'idée d'affronter Gustave seul lui donnait la nausée. Isabelle appuya sur le bouton pour libérer l'entrée. 2 minutes plus tard, Gustave frappa à la porte. Elle ouvrit. Il était impeccable, comme toujours. Costume gris de marque, cheveux gominés, chaussures italiennes. Le contraste avec Michel en t-shirt simple et jean était flagrant. « Isa, Dieu merci !» Gustave entra sans invitation. « Nous devons parler de cette folie. » Il s'arrêta en voyant Michel. « Qui est-ce ?»« Mon mari. » Les mots sortirent plus facilement qu'Isabelle ne l'espérait. « Tu te souviens? Tu n'es pas venu. Alors je me suis mariée avec lui. » Le visage de Gustave rougit. « C'est ridicule. Tu as eu une crise, c'est clair. Mais nous pouvons arranger ça, annuler ce mariage. » Michel se leva. Il était 5 centimètres plus grand que Gustave. « Le mot que vous cherchez est « mariage ». Je ne vous parle pas. » Gustave avança. « Isa, sois raisonnable. Tu me connais depuis 3 ans. Tu le connais depuis quoi? 1 semaine. Et en ces 7 jours, il ne m'a pas abandonné à un hôtel. » J'ai fait une erreur. Gustave passa les mains dans ses cheveux. « J'ai eu peur, j'ai paniqué. Mais je t'aime, nous pouvons recommencer. » « Non, Isa. » La demoiselle a dit non. La voix de Michel était calme, mais il y avait de l'acier dedans. « Je pense qu'il vaut mieux respecter cela. » Gustave se tourna vers lui, les poings serrés. « Vous pensez avoir gagné quelque chose? Vous pensez qu'elle vous veut vraiment? »
Un. Ses yeux balayèrent Michel avec mépris. Regardez-vous, regardez-la, vous n'avez aucun sens ensemble. Peut-être pas. Michel ne détourna pas le regard, mais elle a choisi d'être ici, choisi de ne pas vous ouvrir la porte. Cela devrait vous dire quelque chose. Isabelle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Michel la défendait sans agressivité, sans besoin de crier. Gustave regarda entre deux. Son expression passa de la colère à quelque chose de plus laid, du mépris mêlé à de la pitié. « Tu vas le regretter », il pointa Isabelle. « Tu réaliseras l'erreur que tu as commise et quand ça arrivera, ne viens pas me chercher. » Il sortit en claquant la porte. Le silence qui resta était lourd. « Merci. » Isabelle s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes. « Pour cela, il n'avait pas le droit de vous parler comme ça. » Non, mais il avait raison sur une chose. Elle regarda Michel. « Nous n'avons aucun sens. » Michel donna un demi-sourire triste. « Très peu de choses dans ma vie ont du sens ces derniers temps. Alors peut-être sommes-nous parfaits l'un pour l'autre. » Isabelle rit, un petit rire surpris, et réalisa avec un choc de panique qu'elle commençait à l'apprécier, cet inconnu mystérieux dans sa maison, avec ses contradictions, ses secrets et ses mains précises. C'était bien plus dangereux que tout le reste. La veste usée de Michel sentait la sueur vieille et la poussière. Isabelle la tenait du bout des doigts, indécise si elle devait la laver ou la jeter. Il avait insisté pour la garder, malgré l'accès à des vêtements propres maintenant, comme si cette veste était importante d'une certaine manière. Elle vérifia les poches avant de la mettre dans la machine. Des pièces, un ticket de métro usé et un portefeuille en cuir abîmé. Isabelle hésita. Elle ne devrait pas envahir sa vie privée, mais ses mains ouvrirent le portefeuille avant que sa conscience ne l'arrête. La première chose qu'elle vit fut une photo fanée. Un enfant petit souriant à la caméra, des yeux bruns identiques à ceux de Michel. Le garçon avait environ 7 ans, portant un t-shirt du PSG. Le cœur d'Isabelle se serra. Fils? Frère? Elle tourna la photo. Au verso, en écriture soignée, Luc, 7 ans, 2022, 3 ans plus tôt. Isabelle continua à fouiller. Elle trouva une vieille carte de visite au bord taché. Puis ses doigts touchèrent du plastique rigide. Une carte professionnelle. Conseil régional de médecine d'Île-de-France. Docteur Michel Dupont-Leclerc. Spécialité neurochirurgie. Inscription active jusqu'en 2022. Le monde bascula. Isabelle lut la carte 3 fois, espérant que les mots changent, qu'ils prennent un sens. Médecin, il était médecin, neurochirurgien. Pas un ouvrier manuel, pas quelqu'un sans éducation ou perspective, un chirurgien avec des années d'études, spécialisé dans l'un des domaines les plus complexes de la médecine. Il y avait une autre photo au fond du portefeuille. Michel, beaucoup plus jeune, peut-être 27 ou 28 ans, cheveux courts et bien peignés, costume sombre, sourire confiant. Il se tenait devant un hôpital, tenant un diplôme. C'était la même personne, mais complètement différente. Ce Michel avait de la lumière dans les yeux, un avenir. « Qu'est-ce que je fais ?» Isabelle se tourna brusquement. Michel était à la porte de la chambre, le visage pâle, ses yeux fixés sur le portefeuille dans ses mains. « J'allais laver votre veste. » Les mots sortirent précipités. J'ai vérifié les poches et envahi ma vie privée. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une résignation fatiguée. « Vous êtes médecin. » Isabelle brandit le portefeuille comme preuve. « Un neurochirurgien !» Michel s'appuya contre le mur, les épaules affaissées. « Je l'étais. »« Comme ça ? J'étais ? Vous avez une inscription active jusqu'à » Elle vérifia à nouveau. « Jusqu'à il y a 3 ans. Que s'est-il passé ? » J'ai abandonné. « Personne n'abandonne simplement la neurochirurgie. Vous avez étudié quoi ? 13 ans. Médecine plus résidence. » Isabelle fit un pas vers lui. « Pourquoi vivez-vous en pension ? Pourquoi étiez-vous dans cette église ressemblant à un vagabond ?» Michel compléta sans émotion. « Parce que c'était plus facile comme ça, plus facile de disparaître. » « Disparaître de quoi ?» Il regarda la photo de Luc dans ses mains. De lui. Le mot sortit comme un coup de poing à l'estomac. « C'est votre fils ?» Ce n'était pas une question. Isabelle vit la vérité dans la façon dont Michel regardait cette photo, comme si elle lui brûlait les yeux. Il l'était. Michel passa une main tremblante sur son visage. « Luc, mon fils. Il est mort il y a 3 ans. Il avait 7 ans. » L'air sortit des poumons d'Isabelle d'un coup. « Michel, je suis tellement désolé. Je n'aurais pas... Non. » Il s'éloigna du mur. « Vous méritez de savoir.
Méritez de savoir avec qui vous vous êtes marié, même si ce n'est que symboliquement. Il marcha jusqu'à la fenêtre, gardant une distance d'elle, comme si la proximité le... J'avais une vie avant, une bonne vie. Je travaillais à l'hôpital Necker, j'avais un cabinet privé, je construisais une carrière solide, prometteuse. Sa voix devint plus rauque. J'avais une épouse, j'avais Luc. Que s'est-il passé? Michel ferma les yeux. Luc a commencé à avoir des maux de tête. Nous pensions que c'était normal, une chose d'enfant, mais ça a empiré. Convulsions, vomissements. Je savais ce que ces symptômes signifiaient avant même que les examens ne confirment. Isabelle sentit des larmes brûler ses yeux. Tumeur cérébrale, glioblastome multiforme grade 4, localisation inopérable. Les mots sortaient mécaniques, cliniques. J'étais neurochirurgien. Je passais mes jours à sauver des enfants de tumeurs cérébrales et je n'ai pas pu sauver mon propre fils. Ce n'était pas votre faute. Mon épouse ne pensait pas cela. Michel ouvrit les yeux et Isabelle vit une douleur si profonde qu'elle faillit reculer. Caroline, elle m'a blâmé. Dit que si j'avais été un meilleur père, j'aurais remarqué plus tôt, que si j'avais été un meilleur médecin, j'aurais trouvé un moyen. C'est injuste. Peut-être, mais une partie de moi était d'accord avec elle. Il toucha la vitre de la fenêtre. Luc est mort 7 mois après le diagnostic. J'ai tenu sa main jusqu'au dernier instant, et quand ce fut fini, quand il partit, quelque chose en moi mourut aussi. Isabelle laissa les larmes couler librement. Caroline a demandé le divorce 1 mois après l'enterrement, dit qu'elle ne pouvait plus me regarder sans voir le fils que nous avions perdu, sans voir mon échec. Michel respira profondément, instable, et je ne pouvais plus opérer. Chaque fois que j'entrais en salle d'opération, je voyais Luc sur cette table, je voyais mon échec. Alors vous avez tout abandonné. Abandonné. J'ai quitté l'hôpital, fermé le cabinet, quitté mon appartement. J'ai commencé à vivre dans des pensions bon marché, faisant des petits jobs occasionnels dans des cliniques communautaires quand je me forçais à aider quelqu'un. Il se tourna pour la regarder. 3 ans comme ça. 3 ans à me punir pour n'avoir pas été assez bon pour sauver mon propre fils. Michel. Isabelle ne savait que dire, aucun mot ne semblait adéquat. Maintenant vous savez qui je suis. Un père raté, un médecin qui a abandonné sa profession, un homme qui a renoncé à tout. Il fit un geste vers lui-même. Voulez-vous toujours que je reste? Isabelle traversa l'espace entre eux, prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. Vous n'avez pas raté. Vous avez perdu votre fils à cause d'une maladie terrible. Cela ne fait pas de vous un raté, cela fait de vous un humain. Caroline ne pensait pas cela. Caroline gérait sa propre douleur et vous a utilisé comme cible, mais elle avait tort. Isabelle sentit ses larmes mouiller ses mains. Michel, regardez-moi, vous n'êtes pas défini par votre pire perte. Il s'effondra, tomba à genoux là même, sanglotant d'une manière qui brisait le cœur, des sons profonds et gutturaux de douleur contenus depuis trop longtemps. Isabelle s'agenouilla avec lui, le serrant tandis qu'il tremblait. Je le regrette chaque jour. Les mots sortaient hachés entre les sanglots, la façon dont il riait, comment il appelait papa en se réveillant le matin, l'odeur de ses cheveux. Tout. Je sais. Elle ne savait pas vraiment, mais le tenait quand même, le laissant libérer des années de douleur réprimée. Ils restèrent sur le sol du salon pendant un temps qu'Isabelle ne saurait dire, jusqu'à ce que les sanglots diminuent, jusqu'à ce que sa respiration se calme. Quand Michel s'éloigna enfin, ses yeux étaient rouges et gonflés. « Désolé, vous n'aviez pas besoin de voir cela. »« Si, j'en avais besoin. » Isabelle essuya ses propres larmes, « parce que maintenant, je vous connais vraiment. » Michel la regarda avec quelque chose de nouveau dans les yeux. De la vulnérabilité, oui, mais aussi de la gratitude. Il y a plus. Sa voix sortit rauque. Quelque chose que je dois vous dire sur nous, sur comment nous sommes connus avant ce jour à l'église. Isabelle fronça les sourcils. Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant. Vous pensez que non? Michel prit sa main. Mais je vous ai sauvé une fois il y a longtemps. Et quand je vous ai vu à cet hôtel, je vous ai reconnu. Le cœur d'Isabelle s'emballa. De quoi parlez-vous? Je ne vous ai pas reconnu à l'hôtel. Michel tenait encore sa main, ses doigts chauds contre les siens. Quoi? Quand vous m'avez demandé d'épouser, je ne savais pas qui vous étiez. J'ai juste vu une femme désespérée, humiliée, essayant de reprendre un peu de contrôle. Il serra doucement sa main. J'ai accepté parce qu'à ce moment, rien dans ma vie n'importait.
Épouser une inconnue semblait aussi absurde que tout ce que j'avais fait ces 3 dernières années. Isabelle assimila les mots. Alors, quand avez-vous découvert? 3 jours plus tard, vous aviez laissé des documents sur la table, carte d'identité, certificat de naissance, pour commencer les formalités civiles. Michel lâcha sa main et passa les doigts dans ses cheveux. J'ai vu votre nom complet, Isabelle Moreau, date de naissance, et quelque chose a cliqué. Il se leva, alla jusqu'à son vieux sac à dos dans le coin de la chambre, revint avec une chemise fine et usée. Je garde quelque chose, pas beaucoup, mais certaines opérations. Il ouvrit la chemise. Certaines opérations qu'on n'oublie jamais. À l'intérieur, des papiers jaunis, rapports médicaux, photos d'examen. Février 2013. Michel montra un rapport. Patiente féminine, 19 ans, accident automobile sur le périphérique. Traumatisme crânien sévère avec hématome épidural. Chance de survie estimée à 20%. Les mains d'Isabelle tremblaient en prenant le papier. Le nom en haut, Isabelle Moreau. Je me souviens de cet accident, sa voix sortit distante. Je rentrais de l'université. Un camion a perdu le contrôle. Ma voiture a capoté 4 fois. Je me suis réveillé 5 jours plus tard à l'hôpital. Vous aviez failli ne pas vous réveiller. Michel prit un autre papier. L'hématome pressait votre tronc cérébral. Vous aviez des minutes, pas des heures. Vous aviez besoin d'une chirurgie immédiate et vous avez opéré. J'étais résident en neurochirurgie en 2e année. J'étais de garde cette nuit-là. Il regarda ses propres mains. Mon superviseur, Dr Henri Moreau, était dans une autre chirurgie complexe. Il ne pouvait pas sortir. Vous ne pouviez pas attendre. Isabelle toucha la petite cicatrice près de la racine des cheveux, cachée par les cheveux. Elle avait toujours été là, elle n'y avait jamais beaucoup pensé. Il m'a guidé par téléphone pendant toute l'opération, ma première craniotomie solo. Michel ferma les yeux, revivant le souvenir. Mes mains tremblaient tant au début, mais ensuite j'ai regardé vous sur cette table, si jeune, toute une vie devant vous, et quelque chose a changé. Je me suis concentré, chaque mouvement devait être parfait. Combien de temps cela a duré? 8 heures. Drainer l'hématome, contrôler le saignement, soulager la pression intracrânienne. Il rouvrit les yeux. Quand j'ai fini, quand vos signes vitaux se sont stabilisés, je suis sorti de la salle et j'ai vomi de pure nervosité retardée. Isabelle sentit des larmes brûler à nouveau. Vous avez sauvé ma vie. Dr Moreau est venu me voir après, a dit que c'était l'une des chirurgies les plus impressionnantes qu'il avait vues d'un résident, que j'avais un avenir brillant. Michel sourit tristement. Cette chirurgie a défini ma carrière, m'a fait croire que je pouvais être un bon neurochirurgien, que je pouvais faire une différence. Et vous l'avez fait. J'ai fait jusqu'à ce que je ne puisse plus, jusqu'à ce que j'échoue avec qui comptait le plus. Isabelle secoua la tête vigoureusement. Luc n'était pas opérable, vous l'avez dit. Glioblastome, grade 4 en localisation impossible. Elle prit à nouveau son visage. Vous n'avez pas échoué. La médecine a échoué. La maladie a gagné. Mais vous n'avez pas échoué. Alors pourquoi cela semble-t-il comme un échec? Parce que vous regardez à travers le prisme de votre douleur. Mais Michel, combien d'autres personnes avez-vous sauvées? Combien d'opérations réussies? Combien de familles avez-vous gardées intactes? Il ne répondit pas. J'en suis une. Isabelle pressa sa main contre sa poitrine. Mes parents ont encore une fille grâce à vous. J'ai terminé l'université, construit une carrière, vécu 12 ans de vie que je n'aurais pas sans vous. Isabelle, écoutez-moi. Elle s'approcha de lui. Vous m'avez donné une seconde chance sur cette table d'opération. Peut-être que je vous ai trouvé à l'hôtel pour vous rendre l'appareil. Michel la regarda avec des yeux brillants d'émotions non versées. Ou peut-être est-ce juste une coïncidence absurde. Dans une ville de 2 millions d'habitants, quelles sont les chances? Isabelle sentit quelque chose changer en elle. Je ne crois pas au destin, mais cela semble plus grand qu'une coïncidence. Vous pensez que c'était l'univers qui nous a réunis? Je ne sais pas ce que c'était. Je sais juste que je suis heureuse que vous ayez été dans cette église. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Heureuse que vous ayez accepté. Heureuse que vous soyez ici. L'expression de Michel changea. Surprise, espoir, quelque chose de plus chaud. Isabelle, je ne peux pas vous offrir beaucoup. Je suis encore brisée. Je n'ai pas repris le travail. Je gère à peine mes propres démons. Vous ne me savez rien demander? Elle toucha légèrement sa poitrine, juste demander que vous restiez pour l'instant, jusqu'à ce que nous découvrions ce que c'est. Et si je ne sais pas comment me réparer, alors nous découvrons ensemble.
Michel prit sa main sur sa poitrine, entrelaça ses doigts aux siens. Vous ne me connaissez pas vraiment encore, ne connaissez pas à quel point je suis en pagaille à l'intérieur. Alors montre-moi. Isabelle fit un pas plus près. Laissez-moi connaître toutes les parties brisées, parce que Michel, je ne suis pas parfaite non plus. J'ai passé 3 ans dans une relation mensongère, construit une vie basée sur des approbations externes, pris des décisions par peur de décevoir. Vous ne me semblez pas brisée, je suis juste meilleure pour cacher. Elle sourit faiblement. Mais dans cette église, quand vous avez accepté de m'épouser, c'était la première fois en années que j'ai fait quelque chose de complètement authentique, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les attentes. Même si c'était fou, surtout parce que c'était fou. Ils restèrent là, mains entrelacées, respirant le même air. « Je ne sais pas ce que nous faisons. » La voix de Michel sortit rauque. « Mais je ne veux pas partir. Alors ne partez pas. » Isabelle, j'ai besoin de vous dire, il y a des jours mauvais, des jours où je peux à peine sortir du lit, où tout ce que je fais est m'allonger et me souvenir de Luc jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Ses yeux cherchèrent les siens, vulnérables. Je ne suis pas facile à gérer. Personne ne l'est, pas vraiment. Elle serra sa main. Mais peut-être pouvons-nous être difficiles ensemble. Michel la tira soudain, la serrant fort. Isabelle sentit son cœur battre vite contre son oreille. « Merci, murmura-t-il contre ses cheveux, de ne pas fuir quand vous avez découvert qui je suis vraiment. Merci de m'avoir sauvé 2 fois maintenant. » Il recula légèrement pour la regarder. « 2 fois ? Il y a 12 ans sur cette table d'opération, et maintenant en me donnant une raison de vivre authentiquement. » Isabelle sourit, et pour la première fois en semaine, c'était sincère. « Alors nous sommes quittes ?» Michel rit, c'était bas et un peu rouillé, comme s'il n'avait pas ri depuis longtemps, mais c'était réel. Nous sommes loin d'être quittes, mais nous pouvons recommencer. Il tendit la main formellement. Docteur Michel Dupont-Leclerc, ex-neurochirurgien, actuellement sans emploi et émotionnellement compliqué. Isabelle serra sa main, entrant dans le jeu. Isabelle Moreau, architecte, récemment abandonnée à l'hôtel et mariée à un inconnu mystérieux qui a apparemment sauvé ma vie. Cela semble le début d'une histoire folle, ou le milieu d'une histoire qui a commencé il y a 12 ans et que nous découvrons seulement maintenant. Michel la tira dans une autre étreinte. Cette fois, Isabelle sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas juste de la gratitude ou du soulagement. C'était le début de quelque chose de plus profond, quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à parts égales. Dehors, Paris continuait son rythme chaotique, mais dans cet appartement, 2 personnes brisées commençaient à découvrir qu'elles pouvaient s'aider à recoller les morceaux, un morceau à la fois. Si cette histoire d'amour inattendue et de seconde chance vous touche au cœur, comme elle a touché le mien en l'écrivant, abonnez-vous au canal pour ne pas manquer les prochains récits qui pourraient changer votre vision de la vie. Et dans les commentaires, partagez avec nous, si vous étiez abandonné à l'hôtel, oseriez-vous épouser un inconnu pour reprendre le contrôle de votre destin ? Imaginez la scène et racontez-nous ce que vous feriez, cela pourrait inspirer d'autres à partager leur propre twist romantique. Isabelle passa 2 heures à rechercher des thérapeutes spécialisés dans le deuil et le trauma. Michel était sur le balcon, regardant dans le vide. Il avait ses moments maintenant, où il devenait absent, coincé quelque part dans sa propre tête. J'en ai trouvé 3 bons. Elle posa l'ordinateur sur la table à côté de lui. Tous ont de l'expérience avec la perte d'enfant et le trouble de stress post-traumatique. Michel regarda l'écran sans vraiment voir. Je ne sais pas si je suis prêt. Personne n'est jamais prêt. Isabelle s'assit à côté de lui. Mais vous êtes ici, vous êtes vivant, et Luc n'aimerait pas vous voir comme ça. Ses yeux se remplirent de larmes. Vous ne connaissiez pas Luc, vous ne savez pas ce qu'il aimerait. Je sais qu'aucun enfant ne veut voir son père souffrir éternellement. Elle toucha doucement son bras. Et je sais que vous méritez de l'aide, méritez d'essayer. Michel respira profondément, instable. Et si ça ne marche pas ? Et si je suis trop brisé ? Alors nous essayons autre chose, mais il faut commencer quelque part. Il la regarda longuement. Allez-vous faire de la thérapie aussi ? La question la prit au dépourvu. Pourquoi le ferais-je ? Parce que vous avez été abandonné à l'hôtel ? Parce que vous avez épousé un inconnu sur un coup de tête ? Parce que vous gérez clairement vos propres problèmes ? Michel se tourna pour la regarder pleinement. Je ne prétends pas être le seul en désordre ici. Isabelle sentit ses défenses monter automatiquement, puis les laissa tomber. Vous avez raison, j'ai besoin d'aide aussi. Alors faisons-le ensemble.
Thérapeutes séparés, mais en même temps. Elle sourit. Marché conclu. 3 jours plus tard, Isabelle était dans le cabinet de la docteure Marianne Laurent à Saint-Germain. « Parlez-moi de Gustave ». La thérapeute avait une voix douce et des yeux attentifs. Isabelle tordit ses mains sur ses genoux. « Nous sommes sortis ensemble 3 ans. Il était sûr, prévisible. Venait d'une bonne famille, avait un bon job. Ma mère l'adorait. Et vous, l'adoriez-vous ? Silence. Je pensais que oui. Mais maintenant, en regardant en arrière, Isabelle marqua une pause. Je pense que j'adorais l'idée de lui, la sécurité qu'il représentait, l'approbation que notre relation apportait. Vous aimiez l'image, pas l'homme. Les mots coupèrent, mais étaient vrais. J'ai passé tant de temps à essayer d'être la fille parfaite, la petite amie parfaite, l'architecte parfaite. J'ai construit toute une vie basée sur cocher des cases d'attente. Isabelle sentit des larmes brûler. Et quand il m'a laissé à l'hôtel, c'était comme si le miroir se brisait. Soudain, je voyais que rien de tout cela n'était réel. Et Michel, est-il réel ? Isabelle pensa à ses mains précises préparant le café, à la façon dont il se serrait quand il parlait de Luc, à la vulnérabilité crue dans ses yeux. Michel est la chose la plus réelle qui me soit arrivée, docteur. Marianne nota quelque chose. Cela vous effraie ? Ça me terrifie. Michel commença la thérapie avec le docteur Paul Martin, spécialiste du deuil compliqué. La première séance fut un désastre. Comment espérez-vous que je parle de mon fils mort à un inconnu ? Michel entra dans l'appartement les poings serrés. De comment j'ai échoué avec lui. Vous n'avez pas échoué. Je sais ce que vous pensez. Il interrompit la voix montant. Mais vous n'étiez pas là, n'avez pas vu le dépérir, n'avez pas entendu ses cris de douleur. Isabelle garda une voix calme. Vous avez raison, je n'étais pas là. Mais rester coincé dans cette douleur seule ne fonctionne pas. Michel se tourna vers le mur, les épaules tendues. Je ne sais pas si je peux faire ça. C'est bien. Essayez encore la semaine prochaine. Et si ça ne marche pas, nous essayons un autre thérapeute. Il hocha la tête sans se tourner. Cette nuit-là, Michel ne sortit pas de sa chambre. Isabelle entendit des sanglots étouffés à travers la porte. Sa main plana sur la poignée, mais elle n'ouvrit pas. Il avait besoin d'espace. Le matin suivant, elle trouva une note dans la cuisine. « Désolé pour hier. Merci de ne pas abandonner avec moi. M. » À la 2e séance, Michel resta. À la 3e, il parla. Luc aimait les dinosaures. Les mots sortirent lents, douloureux. Il avait une collection de miniatures en plastique, connaissait tous les noms scientifiques. Il avait 7 ans et savait prononcer Pachycephalosaurus. Le docteur Paul écouta sans interrompre. Il voulait être paléontologue quand il serait grand, ou astronaute, ça changeait chaque semaine. Michel essuya ses yeux. Je plaisantais en disant qu'il serait le premier paléontologue dans l'espace. Comment est-ce de parler de lui maintenant ? Ça fait mal, mais c'est bien aussi. Ça le garde vivant d'une certaine manière. Quand Michel sortit de cette séance, Isabelle vit quelque chose de différent dans ses yeux. Toujours de la douleur, mais aussi un éclat, de quelque chose d'autre, de l'acceptation peut-être, ou son début. 4 semaines après le mariage improbable, Michel fit une demande. « Je veux visiter la tombe de Luc et je veux que vous veniez avec moi. » Isabelle sentit le poids de la demande. Il l'invitait dans la partie la plus sacrée et douloureuse de sa vie. Ce serait un honneur. Le cimetière du Père-Lachaise était tranquille un après-midi de jeudi. Ils marchèrent en silence sur les allées de pierre jusqu'à une section avec de petites stèles pour enfants. Celle de Luc était simple, une pierre blanche avec son nom, des dates et une inscription. « Notre petit scientifique aimé éternellement ». Michel s'agenouilla, posant des fleurs fraîches qu'ils avaient achetées en route. « Salut, fiston !» Sa voix sortit rauque. « Désolé de ne pas être venu plus tôt, j'ai été occupé. » Isabelle resta quelques pas en arrière, lui donnant de l'espace. « J'ai rencontré quelqu'un de spécial. » Michel toucha doucement la pierre. « Elle s'appelle Isabelle. Elle est architecte, dessine de beaux bâtiments, et elle m'aide à me rappeler comment vivre. » Des larmes coulaient lubrement sur son visage. « Je sais que tu l'aimerais. Elle est intelligente, forte et gentille. Et elle ne m'abandonne pas, même quand je donne des raisons. » Il respira profondément. « J'essaie d'aller mieux, Luc, d'être le père que tu méritais, même si c'est trop tard. » Isabelle ne put plus rester distante, s'agenouilla à côté de lui, prenant sa main. Michel la regarda, surpris. « Ce n'est pas trop tard. » Elle serra sa main. «
Vous pouvez honorer Luc en vivant bien, en étant heureux, en aidant les autres. Je ne sais pas si je mérite d'être heureux. Luc voudrait que vous le soyez. Isabelle regarda la stèle. « Salut Luc, je suis Isabelle. Ton père m'a sauvé la vie une fois. Maintenant, j'essaie de lui rendre l'appareil. » Michel émit un son entre rire et pleurs. Ils restèrent là 1 heure. Michel raconta des histoires sur Luc, sur la première fois qu'il a fait du vélo, sur comment il riait quand Michel faisait des voix drôles, sur son dernier anniversaire, des semaines avant le diagnostic. Isabelle écouta chaque mot, les gardant comme des trésors. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Michel semblait plus léger, comme si partager Luc avec quelqu'un avait allégé une partie du poids. Dans la voiture en rentrant, il tint sa main sur le levier de vitesse. Merci d'être venu, de le connaître, même si ce n'est qu'à travers les histoires. Merci de me le laisser connaître. Cette nuit-là, ils dînèrent sur le canapé, regardant un vieux film, auquel aucun ne prêta vraiment attention. Isabelle était consciente de chaque point où leur corps se touchait, son épaule contre la sienne, leurs cuisses se frôlant. Isabelle. La voix de Michel sortit basse. Elle le regarda. Ses yeux descendirent sur ses lèvres. Il se pencha lentement, lui donnant le temps de reculer. Elle ne recula pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes doucement. Un baiser gentil, presque révérentiel. Goût de café et de possibilités. Michel s'éloigna le premier, posant son front contre le sien. « Attends. Quoi ?» Le cœur d'Isabelle battait la chamade. « Je ne veux pas précipiter cela. Ne veux pas que ce soit juste pratique, ou gratitude, ou solitude. » Il tint son visage entre ses mains. « Tu mérites d'être choisi consciemment, pas par désespoir. » Isabelle sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine. « Et si je veux être choisi par toi maintenant, alors donne-moi du temps pour être sûr que je te choisis pour les bonnes raisons. » Michel embrassa son front. « Parce que, Isabelle, tu mérites tout, et je veux pouvoir te donner cela. » Elle sentit l'émotion serrer sa gorge. Cette nuit-là, allongée seule dans son lit, Isabelle réalisa la vérité qu'elle avait évitée. Elle tombait amoureuse de Michel, de l'homme brisé qui préparait un café parfait, qui lisait de la neuroscience à minuit, qui pleurait pour le fils qu'il avait perdu, qui la traitait comme quelque chose de précieux, et cela l'effrayait plus que tout dans la vie. Le téléphone de Michel sonna à 6 heures du matin. Il regarda le numéro inconnu, le cœur accélérant. Personne ne l'appelait depuis 3 ans, sauf Isabelle, et elle dormait dans la chambre d'à côté. « Allô, Michel ? Dieu merci, je t'ai trouvé. C'est Fernande Costa. » Il s'assit brusquement dans le lit. Docteur Fernande Costa, collègue de résidence, l'une des meilleures neurochirurgiennes qu'il connaissait. « Fernande, comment as-tu eu mon numéro ? » « J'ai appelé la moitié de l'hôpital jusqu'à ce que quelqu'un ait un ancien contact. » Sa voix était tendue. « Michel, j'ai besoin de toi urgemment. » Je ne pratique plus, je le sais. J'ai entendu ce qui s'est passé et je suis vraiment désolé. Elle marqua une pause. Mais j'ai une enfant ici, 9 ans, tumeur à la fosse postérieure, avec invasion du 4e ventricule, patron de croissance extrêmement inhabituel. Michel sentit son corps réagir automatiquement, mains picotantes, esprit visualisant déjà l'anatomie, les approches chirurgicales possibles. Quel type exact? Épendymome. Mais la localisation, Michel, est identique à un cas que tu as publié il y a 6 ans, celui sur l'approche transpéritonéale modifiée. Je suis bonne, mais je n'ai jamais fait cette technique spécifique, et cet enfant n'a pas le temps que j'apprenne. L'air sortit de ses poumons. Fernande, je ne peux pas. Je ne te demande pas d'opérer, juste de consulter, regarder les examens, guider. Sa voix se fit plus douce. S'il te plaît, cette mère mérite toutes les chances, comme tu aurais voulu que Luc en ait. La mention de Luc le frappa comme un coup à l'estomac. C'est injuste, je sais, mais c'est vrai. Michel raccrocha avec des mains tremblantes. Isabelle apparut à la porte de sa chambre, les cheveux ébouriffés de sommeil. Qui était-ce? Une ancienne collègue à une enfant. Un cas compliqué. Il passa les mains sur son visage. Elle veut que je consulte. Et vous voulez y aller? Non. La réponse sortit rapide, puis plus honnête. Oui. Je ne sais pas, Isabelle. Je n'ai pas mis les pieds dans un hôpital depuis 3 ans. Rien que d'y penser m'effraie, me paralyse. Elle prit sa main, entrelaçant les doigts. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous pouvez dire non. Personne ne vous jugera. Mais une enfant pourrait mourir parce que j'ai été trop lâche. Vous n'êtes pas lâche, vous êtes traumatisé, il y a une différence. Isabelle se tourna pour le regarder.
Mais Michel, vous êtes aussi la personne qui a passé 13 ans à étudier pour sauver des vies, qui a fait une chirurgie pionnière, qui m'a sauvé. C'était il y a longtemps. Le savoir ne disparaît pas, l'habileté ne s'évapore pas. Elle serra sa main. Et peut-être que c'est votre chance de commencer à vous pardonner. Michel la regarda, cette femme entrée dans sa vie de la façon la plus improbable et qui avait tout changé. Luc voudrait que vous y alliez, dit Isabelle doucement, voudrait que vous utilisiez votre don pour aider une autre enfant. Les mots brisèrent quelque chose en lui. Viens avec moi. Il serra ses deux mains. S'il te plaît, je ne peux pas faire ça seul. Bien sûr que je viens. L'hôpital Necker n'avait pas changé. Michel s'arrêta à l'entrée, le bâtiment imposant ramenant des milliers de souvenirs. Garde de 36 heures, chirurgie réussie. Le jour où Luc a été diagnostiqué dans ce même hôpital. Respire. La main d'Isabelle était ferme dans son dos, un pas à la fois. Ils entrèrent ensemble. Docteur Fernande les rencontra dans le hall. Elle était exactement comme Michel se rappelait. Petite, cheveux courts, yeux intenses et intelligents. Michel, elle n'essaya pas de l'embrasser, ce dont il fut reconnaissant. « Merci d'être venu. Voici Isabelle, ma. » Il marqua une pause. « Épouse. » Isabelle compléta fermement. Les sourcils de Fernande se levèrent, mais elle ne commenta pas. « Les parents de l'enfant ont autorisé que tu examines le cas. Allons dans mon bureau. » Ils suivirent les couloirs familiers. Chaque pas était une bataille. L'odeur du désinfectant, le son des moniteurs, les voix calmes des infirmiers, tout pareil, tout différent. Dans le bureau de Fernande, elle ouvrit le dossier numérique sur un grand écran. Sophie Martin, 9 ans, commençait avec des maux de tête et vomissements il y a 4 mois. Michel se força à se concentrer sur l'écran, les examens, la résonance magnétique montrant la masse tumorale. Son esprit médical, endormi si longtemps, s'éveilla. Épendymome de grade 2. Il pointa l'image. Invasion du 4e ventricule ici. Extension à la citerne magna. Exactement comme ton cas publié. Michel étudia les angles, le patron de croissance, chaque détail gravé dans sa mémoire d'années de formation. L'approche standard causera des dommages significatifs au tronc cérébral, risque élevé de déficit neurologique permanent. Oui, c'est pourquoi j'ai besoin de la technique que tu as développée. Michel sentit le poids de la responsabilité. Une enfant, une famille, espoir fragile dans ses mains à nouveau. Sa vision s'assombrit au bord, cœur emballé, sueur froide. Non, pas maintenant. Michel, la voix d'Isabelle coupa à travers la panique. Regarde-moi. Il força ses yeux loin de l'écran, vers son visage. Respire avec moi. Inspire. Expire. Elle tint ses mains. Tu es ici maintenant, pas dans le passé. Ce n'est pas Luc. Je ne peux pas. Si, tu peux. Un pas à la fois. Souviens-toi. Isabelle ne lâcha pas ses mains. Tu es venu jusqu'ici, c'est déjà énorme. Maintenant, tu as juste besoin de partager ce que tu sais, pas faire la chirurgie, juste enseigner. Michel respira. 1 fois, 2, 3. La panique recula lentement. Fernande attendit patiemment, sans juger. Désolé. Il frotta son visage. C'est plus dur que je pensais. Pas de jugement ici, dit Fernande doucement. À ton rythme. Michel regarda à nouveau l'écran. Cette fois, se concentre seulement sur les aspects techniques. Anatomie, trajectoire chirurgicale, problème à résoudre. La clé est l'approche latérale suboccipitale modifiée. Tu entres ici. Il commença à dessiner sur un papier. Angle de 30 degrés. Évite complètement le tronc cérébral. Accède à la tumeur par la citerne magna. Fernande observa intensément, prenant des notes. Pendant 40 minutes, Michel expliqua chaque détail de la technique. Pièges à éviter, repères anatomiques cruciaux, variations possibles. Il suait quand il finit, mais son esprit était clair. « Tu peux faire ça, dit-il à Fernande. Tu es une excellente chirurgienne. Tu as juste besoin de cette guidance spécifique. Et si j'ai des doutes pendant ?» Michel hésita. « Je ne sais pas si je peux entrer en salle d'opération à nouveau. Peux-tu être disponible par téléphone ?» Salle d'observation à travers la vitre. Il regarda Isabelle. Elle hocha la tête encourageante. « Salle d'observation. Je peux faire ça. » La chirurgie fut programmée pour le lendemain. Michel ne dormit pas cette nuit-là. Resta éveillé à réviser l'anatomie dans de vieux livres, dessinant des diagrammes, se préparant mentalement. Isabelle apporta du café et resta éveillée avec lui. « Tu n'as pas besoin de faire ça, dit-elle à 3 heures du matin. Si, pour Sophie, pour Luc, pour moi-même. »
Le matin suivant, ils retournèrent à l'hôpital. Michel enfila des blouses propres et entra dans la salle d'observation avec fenêtre sur le bloc opératoire. Isabelle resta à ses côtés, main dans la sienne. Michel observa Fernande travailler. Chaque incision, chaque mouvement. Sa technique était impeccable. « Je suis au repère anatomique ». Fernande parla par l'interphone. « Michel, je vois la tumeur comme sur les images. » « Parfait. Maintenant la résection en petits blocs. Préserve les vaisseaux. » Il la guida à travers chaque étape. Sa voix devint plus ferme au fur et à mesure de la chirurgie. 7 heures plus tard, Fernande sutura la dernière couche. Tumeur complètement réséquée, sans dommage au tronc cérébral, saignement minimal. Elle regarda la fenêtre où Michel observait. Succès total. Les genoux de Michel fléchirent. Isabelle le soutint. « Tu l'as fait », murmura-t-elle. « Tu l'as sauvé. » Fernande a sauvé, avec ton aide, ton savoir, ta formation. Isabelle tourna son visage vers elle. « Michel, tu es médecin. Tu l'as toujours été, le seras toujours. Cela n'est pas mort quand Luc est mort. » Les larmes vinrent, mais différentes cette fois. Pas juste de la douleur, aussi de la catharsis, de la libération. Il avait fait quelque chose de bien à nouveau, aidé à sauver une vie. Luc serait fier. Ils sortirent de l'hôpital en fin d'après-midi, épuisés mais transformés. « Fernande veut que je revienne, » dit Michel dans la voiture. « Pas pour opérer encore, mais pour consulter, enseigner aux résidents, me réintégrer lentement. Et tu veux ? » « Je pense que oui. Pas immédiatement. Besoin de réaccréditation, mise à jour, évaluation psychologique. » Il la regarda. « Mais oui, éventuellement. » Isabelle sourit si brillamment que cela lui coupa le souffle. « Je suis si fier de toi. » De retour à l'appartement, l'adrénaline pulsait encore dans les veines de Michel. « Isabelle, » il s'arrêta dans le salon. « Aujourd'hui m'a fait réaliser quelque chose. » « Quoi ? » « Que je peux avoir un avenir à nouveau. Que je ne suis pas juste en train de survivre. Je vis. » Il marcha vers elle. « Et tu es la raison. Tu m'as ramené, Michel. Laisse-moi finir. » Il tint son visage. « Je te choisis. Pas par gratitude, pas par commodité, pas par solitude. Je te choisis parce que tu es courageuse, gentille et réelle. Parce que tu fais un café terrible, mais essaye quand même. Parce que tu n'as pas abandonné avec moi quand tu aurais dû. » Isabelle rit, pleurant. « Mon café n'est pas si mauvais. Il est horrible. » Il sourit. « Et je t'aime pour ça. T'aime pour tout. » Le monde s'arrêta. « Tu m'aimes follement, complètement, effrayamment. » Michel pressa son front contre le sien. « Et c'est bien, si tu ne... Je t'aime aussi. » Les mots sortirent dans un soupir. « Je pense depuis ce premier café parfait que tu as fait. » Ils s'embrassèrent, pas doucement comme avant, mais profondément, désespérément, des mois de tension enfin libérés. Michel l'attira plus près. Isabelle entremêla ses doigts dans ses cheveux. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Alors, » sourit Michel contre ses lèvres, « je pense que nous devrions rendre ce mariage civil officiel. » « Tu penses ? » « Définitivement. Je veux que tu sois vraiment ma femme. » Isabelle l'embrassa à nouveau. « Je le suis déjà. Mais oui, rendons-le légal. » Dehors, le soleil se couchait sur Paris. Et dans cet appartement, 2 personnes brisées découvraient qu'ensemble, elles pouvaient redevenir entières. 7 mois. Isabelle regarda son reflet dans le miroir. La robe simple en soie blanche contrastait avec la robe élaborée en dentelle de la première fois. Pas de voile cette fois, juste des fleurs naturelles dans les cheveux. Julie ajustait le tissu dans son dos. « T'es sûre ?» demanda sa meilleure amie pour la 11e fois. Plus que tout dans la vie. Et c'était vrai. Les 7 derniers mois avaient été les plus durs et les plus transformants de sa vie. Michel faisait de la thérapie 3 fois par semaine. Il avait encore des jours mauvais, des jours où il se réveillait en pleurant le nom de Luc, où il pouvait à peine sortir du lit, mais aussi des jours bons, de plus en plus. Il avait commencé le processus de réaccréditation au CRM il y a 4 mois, cours de mise à jour, évaluation psychologique complète, période supervisée à l'hôpital. Le docteur Paul Martin, son thérapeute, avait écrit une lettre détaillée confirmant que Michel était mentalement apte à reprendre la pratique médicale de façon graduelle. Maintenant, il travaillait à mi-temps à Necker, consultant des cas complexes et supervisant des résidents. À mi-temps dans une clinique communautaire à Belleville, soignant gratuitement les populations défavorisées. Il rentrait épuisé, mais avec de la lumière dans les yeux. « J'ai sauvé un enfant aujourd'hui, disait-il, cas compliqué d'hydrocéphalie. Il pensait qu'une chirurgie serait nécessaire, mais j'ai trouvé une approche conservatrice. » Et Isabelle voyait Luc dans ces histoires, voyait Michel honorer son fils de toutes les façons qui comptaient.
Elle avait changé aussi. 4 mois plus tôt, elle avait démissionné de son cabinet où elle était associée. Les conversations paternalistes sur sa crise et son mariage de pitié étaient devenues insupportables. « J'ouvre mon propre cabinet », avait-elle annoncé en réunion, focalisé sur des projets de logement social et accessible. Sa mère avait presque évanoui à nouveau, mais Isabelle s'en fichait. Pour la première fois, elle construisait quelque chose qui comptait vraiment pour elle. « Tu l'es magnifique », Julie l'embrassa par derrière. Et si différente de cette mariée terrifiée d'il y a 7 mois. Cette mariée essayait d'être parfaite, celle-ci essaye d'être authentique. Mission accomplie. Puis la porte s'ouvrit. Valérie entra, élégante en robe bleu marine. La relation avec sa mère avait été compliquée. Valérie avait pris des semaines pour reparler à Isabelle après le mariage chaotique. Puis vint la phase d'essayer de sauver sa fille de l'erreur commise. Mais ensuite, elle vit Isabelle heureuse, vraiment heureuse. Et quelque chose changea. « Ma fille », Valérie toucha le visage d'Isabelle. « Tu rayonnes. »« Merci, maman. J'avais tort. » Les mots sortirent avec difficulté. « Sur Michel, sur ce dont tu avais besoin. Je voulais juste que tu sois en sécurité, que tu aies de la stabilité. Je sais, mais tu as trouvé mieux que la sécurité. Tu as trouvé la vérité. » Valérie sourit avec des larmes aux yeux. Et quand j'ai appris qu'il était médecin, qu'il avait cette histoire belle et tragique, j'ai réalisé que Dieu avait un plan. Isabelle faillit corriger sa mère, faillit dire que ce n'était pas Dieu ou un plan, que c'était du choix, du travail dur et de l'amour testé. Mais elle laissa passer. Valérie essayait. C'était suffisant. « Il y a quelqu'un ici pour toi », dit Julie. « Insiste pour parler avant la cérémonie. » Le cœur d'Isabelle chuta quand elle vit qui c'était. Gustave. Il était dans le couloir de la petite salle où elle se préparait, costume impeccable, cheveux parfaitement coiffés. « Isa, s'il te plaît, 5 minutes. » Isabelle soupira, mais fit signe à Julie de les laisser seuls. « Que veux-tu, Gustave ? Te demander une dernière fois. Ne fais pas ça. » Il fit un pas en avant. « Tu n'as rien à prouver. Tu peux arrêter cette farce. Nous pouvons recommencer pour de vrai. » Farce. Isabelle sentit la colère brûler. « Tu penses que mon mariage est une farce ? Tu l'as connu il y a 7 mois, dans une église. Parce que j'ai fait une erreur. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as pris une décision. M'a abandonné le jour de notre mariage. » Isabelle croisa les bras. « Et sais-tu ce que j'ai découvert ? C'était la meilleure chose que tu pouvais faire pour moi. Tout à fait, parce que ça m'a forcé à me réveiller, à voir que je vivais un beau mensonge, à réaliser que je méritais plus qu'une sécurité tiède. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Michel m'a donné cela. Authenticité, vulnérabilité, amour réel et imparfait. Il est instable, a abandonné la médecine, vivait dans la rue. Il était en deuil, a perdu un fils, et se reconstruit avec plus de courage que tu n'en as montré dans toute ta vie. » Isabelle sentit la fierté réchauffer sa poitrine. Il est retourné à la médecine, sauve des vies à nouveau, pendant que toi, tu es encore là à essayer de reconquérir une femme qui ne t'a jamais vraiment aimé. Gustave recula comme s'il avait été giflé. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette est d'avoir gaspillé 3 ans avec toi. Isabelle se tourna. Maintenant, sors. J'ai un mariage à célébrer, un vrai cette fois. Elle ne regarda pas en arrière quand il partit. L'église Saint-Sulpice était différente. Seulement 20 personnes sur les bancs, Julie et quelques amis proches d'Isabelle, Dr Fernande et d'autres médecins qui s'étaient rapprochés de Michel, Dr Paul, son thérapeute, Valérie au premier rang et à l'autel, Michel. Isabelle s'arrêta à l'entrée, le cœur débordant. Il portait un costume gris simple, cheveux propres et bien coupés, rasé, révélant cette mâchoire forte et la petite cicatrice au menton. Mais le plus important, ses yeux brillaient, non de larmes de douleur, de joie sincère. Quand il la vit, il sourit, ce sourire qu'elle avait appris à aimer, un peu tordu, totalement honnête. Isabelle marcha dans l'allée, sans hâte cette fois, savourant chaque pas. Michel tendit la main quand elle arriva à l'autel. Elle entremêla ses doigts aux siens. « Salut » murmura-t-il. « Salut ». Le prêtre, le même qui avait officié le mariage chaotique, sourit chaleureusement. « Bienvenue, chers amis. Nous sommes ici pour témoigner de quelque chose de très spécial. Un couple qui s'est marié dans des circonstances inhabituelles, mais qui a trouvé un amour vrai au milieu du chaos. » Des rires doux résonnèrent dans l'église. Ils ont écrit leurs propres vœux. « Michel, voulez-vous commencer ?» Michel respira profondément, sortit un papier froissé de sa poche. «
Isabelle. Sa voix était ferme. Il y a 7 mois, quand tu m'as demandé si je t'épouserais, j'ai dit oui, parce que je n'avais rien à perdre. J'étais vide, brisé, perdu. Des larmes brûlaient déjà ses yeux. Mais tu m'as montré que je n'étais pas vide, plein de douleurs, oui, mais aussi de possibilités. Tu n'as pas essayé de me réparer, juste resté à mes côtés pendant que j'apprenais à me réparer moi-même. Il plia le papier, parlant du cœur maintenant. Tu m'as donné le courage de retourner à la médecine, d'honorer mon fils en aidant d'autres enfants, de croire que je mérite le bonheur même après une perte terrible. Sa voix défaillit. Luc t'aurait aimé. T'aurais appelé belle-mère et demandé de dessiner une maison pour dinosaures. Isabelle rit en pleurant. Alors aujourd'hui je te choisis, pas par désespoir, pas par commodité, mais parce que tu es la personne la plus courageuse et authentique que je connaisse. Parce que j'aime ton café horrible et comment tu chantes faux sous la douche. Parce que tu me donnes envie d'être meilleur chaque jour. Il prit ses 2 mains. Je te choisis, Isabelle, consciemment, complètement, pour toujours. Isabelle pouvait à peine respirer à travers les larmes. Michel, elle serre à ses mains. Il y a 12 ans, tu m'as sauvé quand j'étais sur une table d'opération presque morte. Tu m'as donné une seconde chance de vivre. Michel essuya ses propres larmes. Il y a 7 mois, tu m'as sauvé à nouveau. Pas physiquement cette fois, mais émotionnellement, spirituellement. Tu m'as montré que j'avais perdu moi-même en essayant d'être parfaite pour tout le monde. Elle regarda sa mère au premier rang, qui essuyait ses yeux avec un mouchoir. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que l'amour vrai est imparfait et difficile et vaut chaque seconde, que je peux construire une vie basée sur mes valeurs, pas sur des attentes étrangères. Isabelle sourit à travers les larmes. Alors aujourd'hui je te choisis en retour. Choisis tes jours mauvais avec les bons. Choisis de te tenir quand tu pleures pour Luc. Choisis de t'applaudir quand tu sauves une autre vie. Choisis de construire une vie réelle et authentique avec toi. Elle toucha doucement son visage. Je t'aime, Michel. Pas malgré que tu sois brisé, mais incluant chaque morceau brisé, parce que nous sommes parfaits ensemble, imperfection et tout. Le prêtre essuya ses propres yeux. Par ces vœux beaux et vrais, je vous déclare mari et femme à nouveau, et cette fois avec pleine conscience et amour sincère. Michel tira Isabelle dans un baiser profond et long. La petite assemblée applaudit. Quand ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien. « Merci de m'avoir trouvé sur ce banc d'église. Merci d'avoir dit oui. » Ils marchèrent dans l'allée main dans la main, mais cette fois, ce n'était pas une fuite, c'était une célébration. Dehors, le soleil de Paris brillait fort. Julie jeta des pétales de rose. Fernande prit des photos. Valérie embrassa Michel, vraiment, et murmura quelque chose qui le fit sourire. « Où maintenant » demanda Michel. « À la maison » Isabelle sourit. « Notre maison. J'aime le son de cela. » Ils montèrent en voiture. Michel conduisit d'une main, l'autre entrelacée avec celle d'Isabelle. Il y a 7 mois, ils étaient des inconnus, unis par le désespoir. Aujourd'hui, des partenaires, unis par choix. Et cela faisait toute la différence du monde. Le cimetière du Père-Lachaise avait une quiétude spéciale les matins de samedi. Michel tenait la main d'Isabelle tandis qu'il marchait sur les allées de pierre. Il portait des fleurs fraîches, des tournesols, les préférés de Luc. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour chaotique à l'hôtel. 3 ans qui semblaient une vie entière et un clin d'œil en même temps. La stèle blanche de Luc était propre, bien entretenue. Michel visitait toutes les 2 semaines maintenant, sans faute. « Salut, fiston !» Il s'agenouilla, posant les tournesols dans le vase. « Désolé de ne pas être venu la semaine dernière. J'ai eu 4 chirurgies complexes d'affilée à l'hôpital. » Isabelle resta à ses côtés, main sur son épaule. « Il y a des nouveautés ?» Michel sourit. « Tu te souviens de ce projet sur lequel Isabelle travailla, le complexe résidentiel à la Chapelle? Il a été approuvé. Va aider 250 familles à avoir un logement. » Il leva les yeux vers Isabelle, fierté brillant dans ses yeux. « Elle est incroyable, Luc, bien plus courageuse que moi. A quitté son job sûr, ouvert son propre cabinet. Change des vies pour de vrai. » « Toi aussi tu changes des vies, » dit Isabelle doucement. « J'essaie. J'ai opéré une fille hier, 8 ans, tumeur bénigne, mais en localisation compliquée. » Il toucha doucement la pierre.
J'ai pensé à toi pendant toute l'opération. Utilisé toute l'habileté que j'ai pour m'assurer qu'elle retourne parfaite à ses parents. Des larmes coulèrent sur son visage, mais pas seulement de douleur, il y avait de la gratitude aussi. L'opération a été un succès total, elle ira bien. Et sais-tu ce que j'ai pensé en finissant? Que tu serais fier, que d'une certaine façon je t'honore chaque fois que je sauve un enfant. Isabelle s'agenouilla à côté de lui, le serrant par la taille. « Salut Luc », parla-t-elle à la stèle. « Ton père m'a dit que tu aimais les dinosaures. Alors j'ai dessiné un tyrannosaure rex au bureau. C'était affreux, mais Michel a aimé quand même. » Michel rit doucement. Il y a autre chose. Il essuya ses yeux. Isabelle et moi pensons éventuellement, peut-être, adopter un enfant. Pas pour te remplacer. Rien ne te remplacera jamais. Sa voix défaillit. Mais pour donner de l'amour à quelqu'un qui en a besoin. Pour construire une famille à nouveau, d'une façon différente mais réelle. Il respira profondément. J'ai encore peur. Peur d'échouer encore. Mais Dr Paul dit que je suis prêt à considérer que je n'ai pas besoin d'être parfait, juste présent. Isabelle le serra plus fort. Tu serais un père merveilleux à nouveau. Tu l'es déjà. Ils restèrent là encore quelques minutes en silence respectueux. Ce n'était plus le silence lourd d'un deuil paralysant. C'était une mémoire honorée, un amour éternel, mais aussi de l'acceptation. « Allons-y » demanda Michel enfin. « Allons-y. » Ils se levèrent, marchant main dans la main vers la sortie du cimetière. « Comment était la séance de thérapie cette semaine » demanda Isabelle. « Bonne. Nous avons parlé de culpabilité résiduelle, de comment certains jours sont encore durs. » Michel haussa les épaules, mais aussi de combien de progrès j'ai fait. Dr Paul dit que je gère le deuil de façon saine maintenant. Tu le fais, je suis si fier de toi. Je n'aurais pas réussi sans toi. Nous nous aidons mutuellement. C'est ce que font les partenaires. Ils sortirent du cimetière vers une journée ensoleillée. Le parc à côté était plein de familles, enfants jouant, rires résonnants. « Veux-tu marcher un peu » suggéra Michel. « J'adorerais. » Ils marchèrent dans le parc, observant les enfants courir, parents poussant des balançoires, chiens chassant des balles. « À propos de l'adoption, » commença Isabelle prudemment, sans pression. « Quand tu te sentiras prêt, si un jour tu te sens prêt, je veux. » Michel s'arrêta, se tournant vers elle. « Je veux construire une famille avec toi, donner à un enfant le foyer aimant qu'il mérite. Juste besoin d'un peu plus de temps, tout le temps dont tu as besoin. Peut-être l'année prochaine, après que j'ai complété 3 ans de retour au travail, après que nous ayons déménagé dans cet appartement plus grand que tu conçois. » Isabelle sourit. L'année prochaine sonne parfait. Michel la tira dans un baiser doux. Un enfant petit passa en courant entre eux, riant tandis que son père courait après. Michel regarda avec une expression nostalgique, mais pas dévastée. « Ça deviendra plus facile » demanda-t-il. « Je ne sais pas, mais ça deviendra différent, plus supportable. » Isabelle entremêla ses doigts aux siens. « Et tu ne seras jamais seul. Je sais. » Ils continuèrent à marcher, sortant éventuellement du parc vers leur café préféré à Saint-Germain. Michel commanda 2 expressos. Il avait enseigné à Isabelle à apprécier le vrai café ces 3 dernières années. « Dr Fernande m'a offert le poste de chef de la résidence en neurochirurgie. » dit-il casuellement. Isabelle faillit lâcher sa tasse. « Michel, c'est énorme !»« Je sais, mais ça signifie plus de temps à l'hôpital, moins dans les cliniques communautaires. »« Que veux-tu faire ? Refuser ?» Il sourit en voyant son expression. « Ou plutôt négocier. Mi-temps à superviser les résidents, mi-temps à garder mon travail communautaire. » Fernande a accepté. « C'est parfait pour toi. » J'ai appris que j'ai besoin des deux, le défi intellectuel de l'hôpital et le but du travail communautaire. Michel tint sa main sur la table. « Équilibre, comme tu me l'as enseigné. Nous nous enseignons mutuellement. Vrai. » Le portable d'Isabelle sonna, un message d'un client approuvant son projet récent. « Une autre victoire » demanda Michel. « Rénovation d'une école publique. Rien de glamour, mais ça impactera 400 enfants. C'est plus important que n'importe quel gratte-ciel de luxe. » Je pense pareil. Ils finirent le café, payèrent l'addition et marchèrent vers la maison. L'appartement avait changé. Plus de photos au mur maintenant. Michel souriant pendant une chirurgie réussie, Isabelle sur le chantier de son premier projet solo. Eux deux à Deauville, leur premier voyage ensemble. Et une photo encadrée de Luc à 7 ans souriant à la caméra. « Sais-tu ce que j'ai pensé aujourd'hui » dit Isabelle en se blottissant sur le canapé à côté de Michel. « À quel point tout cela est improbable.
tellement improbable. Tu m'as opéré il y a 12 ans quand j'ai failli mourir, sauver ma vie. Puis, des années plus tard, par une coïncidence absurde, tu étais dans cette église le pire jour de ma vie. Elle toucha son visage et a accepté ma proposition folle, meilleure décision que j'ai prise, même si complètement insane, surtout parce que insane. Michel embrassa la paume de sa main. Tu m'as donné une raison de vivre à nouveau, de me rappeler que la douleur n'est pas tout ce que je suis. Et tu m'as donné le courage d'être authentique, de construire une vie basée sur mes valeurs, pas sur des attentes. Isabelle se tourna, s'ajustant parfaitement contre sa poitrine. Le vent de l'après-midi entrait par la fenêtre ouverte, remuant ses cheveux. Michel vit la petite cicatrice près de la racine des cheveux, la marque de cette chirurgie d'il y a 12 ans, la preuve physique qu'il l'avait sauvée une fois et qu'elle l'avait sauvée en retour. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je t'aime aussi. » Dehors, Paris continuait sa danse chaotique. Des millions de vies se croisant, des histoires s'entremêlant, des destins s'écrivant à chaque instant. Et dans cet appartement, 2 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer ont construit quelque chose d'impossible. Amour vrai, guérison sincère, avenir plein de possibilités. Parfois, les plus grands cadeaux viennent déguisés en tragédie. Parfois, être abandonné le jour du mariage est un début, pas une fin. Parfois, épouser l'inconnu est la chose la plus sage que l'on puisse faire. Si cette histoire vous a ému et fait réfléchir sur les twists inattendus de la vie, rejoignez notre petite communauté en vous abonnant au canal. Imaginez, chaque abonnement est comme un chapitre ajouté à ces récits qui nous unissent tous. Partagez dans les commentaires vos propres expériences de seconde chance ou de décisions folles qui ont changé votre vie. Et dites-nous ce que vous avez appris de l'histoire d'Isabelle et Michel. Votre voix pourrait inspirer quelqu'un d'autre à embrasser l'inconnu.